Voilà, donc on va passer maintenant donc à l'exposé de Jean-Michel Salansky. Jean-Michel Salansky est professeur de philosophie des sciences, logique et épistémologie à l'université Paris-Ouest de Nanterre Défense. Il a travaillé en philosophie des mathématiques, phénoménologie, philosophie contemporaine et sur la tradition juive. Il est l'auteur de L'émotion éthique et l'humanité de l'homme, entre autres. Il y a encore d'autres ouvrages, mais ça, ce sont les derniers ouvrages. Et coéditeur de Lévinas autrement et Recherche lévinassienne, qui a paru récemment, il y a quelques mois. Et donc Jean-Michel Salansky nous parle le titre de son intervention, c'est Le spirituel et l'idéal. Bien, la chairwoman de cette soirée m'a donné les plus larges autorisations pour vous ennuyer pendant longtemps, mais j'ai quand même décidé de limiter. Et donc j'ai 3 parties dans mon exposé et je m'accorde 11 minutes pour chaque partie. Donc vous entendrez mon iPhone sonner quand je serai arrivé à 11 minutes et je changerai de partie. Donc ma première partie pourrait s'intituler Gödel. En fait, c'est pour expliquer les raisons d'une réflexion sur le spirituel et l'idéal. Bon, je pars de la remarque extrêmement traditionnelle selon laquelle nous avons l'habitude de voir la philosophie à l'aune d'une gigantomachie binaire où s'affrontent 2 grandes orientations ou 2 grandes tendances. Il y a Héraclite et Parménide, tout à fait au début. Ensuite, il y a Platon et Aristote. Et puis, je saute. Et je passe à des versions plus récentes et qui ont en particulier pesé sur ma jeunesse, dans ma jeunesse. À travers le marxisme, on considérait que toute l'histoire de la philosophie était une opposition entre l'idéalisme, qui était le mauvais, et le matérialisme, qui était le bon. Si on regarde la philosophie analytique contemporaine, aujourd'hui où le marxisme s'est quand même retiré d'un certain point de vue, bien qu'il y ait encore des champions magnifiques, eh bien, si on regarde la philosophie analytique contemporaine, on voit qu'il y a toujours un combat contre l'idéalisme, mais à l'intérieur de cette philosophie analytique contemporaine, eh bien, celui qui combat l'idéalisme, ça peut être l'empirisme, ça peut être le naturalisme, ça peut être le logicisme. L'adversaire est variable. Il me semble que si on regarde toutes ces gigantomachies, on voit qu'il y a toujours une sorte de position de l'idéalisme qui, dans tous les cas, est un des partenaires, soit celui qui triomphe, soit l'ennemi à abattre. Entre Platon et Aristote, un des enjeux, c'est quand même l'accentuation franche de l'idéalisme chez Platon et sa modération ou sa récusation chez Aristote. Et même si on va regarder Héraclite et Parménide, il me semble que très grossièrement, Parménide est déjà une figure de l'idéalisme et Héraclite, quelqu'un qui oppose quelque chose, qui casse tout, qui emporte tout dans un flot. Donc il y aurait cette idée qu'il y a une grande affaire de l'idéalisme. Et je change maintenant de référence pour étayer la même conviction. Je vais prendre une référence qui est importante pour moi, que j'évoque avec beaucoup de respect, qui est celle de Kurt Gödel. Gödel est extrêmement célèbre, bien qu'il ait travaillé dans le domaine austère de la logique mathématique, pour son fameux théorème d'incomplétude. Mais il y a un article figurant dans le Nachlass des œuvres de Gödel, où il présente un tableau que j'aime beaucoup, qui est un tableau à 2 colonnes. Alors, normalement, j'aurais voulu vous le dessiner au tableau, mais il n'y a pas de tableau, on n'est pas dans une classe, ce qui me trouble un peu. Et donc, vous avez la colonne de gauche, où figurent le scepticisme, le matérialisme et le positivisme, et la colonne de droite, où figurent le spiritualisme, l'idéalisme et la théologie. Et Kurt Gödel observe que la colonne de gauche, scepticisme, matérialisme, positivisme, se détourne de la métaphysique et de la religion, certes. Alors il va plus loin, il veut dire qu'on doit beaucoup au côté gauche. Il dit maintenant, on ne peut bien sûr en aucune manière fermer les yeux sur les grands progrès que notre époque affiche à beaucoup d'égards, et l'on peut affirmer avec une certaine équité que ces progrès sont dus justement à l'esprit côté gauche en philosophie et vision du monde. Donc on doit avoir beaucoup de reconnaissance à scepticisme, matérialisme et positivisme qui nous ont amené la science et la rationalité, c'est le sous-entendu. Néanmoins, Gödel croit qu'il faut sauver le côté droit. C'est ça l'idée de Gödel. Et il pense que Hilbert a cherché un équilibre entre ces 2 côtés.
Je vous épargne l'explication de en quoi Hilbert aurait fait la moyenne entre le côté gauche et le côté droit. Je pense que ça se place peut-être mal dans cette soirée. Mais en tout cas, dans le côté droite, ce que Gödel voudrait sauver, il y a le spiritualisme et l'idéalisme, et en plus la théologie. Donc on a cette idée de l'association de l'idéalisme et du spiritualisme. Dernière remarque sur Gödel, vous remarquerez que dans la citation que je viens de vous lire, il est quand même un tout petit peu spiritualiste au moment où il évoque l'esprit côté gauche. Donc même la grandeur du côté gauche, à qui on doit la science grâce à son scepticisme, son matérialisme et son positivisme, ça constitue une figure de l'esprit. Donc on a l'impression que le spiritualisme a une sorte de résistance remarquable. Bon, ma réflexion voudrait être sur l'idéalisme et le spiritualisme, en me demandant si ils sont liés vraiment, comme semble le suggérer Gödel, et maintenant, quelles sont les versions de l'idéalisme et du spiritualisme qu'on peut se faire, quelles sont les meilleures versions de l'un et de l'autre, et enfin, optimalement, je voudrais examiner comment Lévinas, Bergson et Jankélévitch sont plaçables par rapport à cet enjeu du spiritualisme et de l'idéalisme. Alors, je commence parce que j'ai l'impression d'avoir appris de Lévinas au sujet de l'idéalisme, hein. Et donc je creuse un peu la figure de l'idéalisme. Il y a clairement deux figures de l'idéalisme, il me semble. Il y a une figure platonicienne où, en fait, l'idée, c'est l'invariant qui domine toutes les exemplifications de l'idée, hein, chaque exemplification participe de l'idée, mais l'idée est transcendante par rapport à chacune de ces exemplifications. Le beau est quelque chose dont chaque chose belle ou personne belle participe, mais qui ne coïncide avec aucune d'entre elles. De façon moderne, on va retrouver ça dans la structure type token, type occurrence. Un type est quelque chose qui transcende chaque occurrence, mais en même temps, chaque occurrence présente le type, et le type n'a pas d'autre mode de présentation que sa non-présentation dans l'occurrence. Bien, ça, c'est l'idéalisme que j'appelle platonicien. Et puis, vous avez un autre idéalisme que je vais appeler par facilité l'idéalisme berkeleyien. Et dans le lexique de la philosophie contemporaine, c'est presque plus fréquemment qu'on utilise le mot idéalisme dans cette seconde acception, où l'idéalisme berkeleyien, c'est être idéaliste, c'est ramener tout à l'impression subjective, c'est prendre le sujet comme ce qui filtre toute réalité et donne la mesure de toute réalité. Donc ça, l'idéalisme est marqué par la tension entre ces deux versions. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le spiritualisme? Je le sais beaucoup moins bien, hein. Il y a ce qu'on appelle le spiritualisme français. Et ce spiritualisme français lui-même rassemble plusieurs choses. J'ai l'impression que ça rassemble une tradition franco-kantienne, où il y aurait Lachelier et Lagneau, des gens comme ça, une tradition chrétienne, où il y aurait Bergson, justement, hein, même si c'est problématique, Lavelle, Marcel, Blondel, et puis finalement Mounier. Hein. Bon. Alors, toutes ces doctrines sont-elles idéalistes P ou idéalistes B, Platon, Berkeley, hein, plus ou moins l'une et l'autre. On a l'impression que l'esprit est pris comme une entité métaphysique transcendante qui peut tenir le rôle de l'idéalité platonicienne dans certains de ces spiritualismes. Et la référence à Kant est une référence qui ne garde pas l'enseignement de la finitude qu'il y a dans le kantisme, mais plutôt une construction immatérielle de l'esprit. Bien. Alors, on peut essayer de creuser encore. Est-ce qu'il y a une fatalité à ce que l'idéalisme devienne spiritualisme? Oui, si on insiste sur le fait que l'idée est forcément une pensée. Si j'insiste sur le fait que l'idée est une pensée, de là, je vais dire que, en fait, le vrai statut de l'idée, c'est d'être une entité noétique qui est la vérité de toute chose. Et dire qu'une entité noétique est la vérité de toute chose, n'est-ce pas déjà du spiritualisme? Il est clair que dans cet avatar de l'idéalisme qui le fait devenir un spiritualisme, on est passé par l'ontologisation de l'idée, un moment essentiel, et que j'ai dit que l'idée est forcément une entité noétique, une entité concevante, pensante, peut-être sentante. Et ce que je crois avoir appris de Lévinas, c'est que nous n'avons pas à voir l'idée de manière ontologique. C'est ça la chose essentielle, hein. Nous pouvons avoir une conception anontologique de l'idée. Chez Lévinas, très clairement, le bien au-delà de l'essence, qui serait dans une conception platonicienne le centre organisateur ou le centre génétique par rapport à toute idée, eh bien, c'est l'éthique, c'est-à-dire que c'est anontologique. Et ce que ça nous indique, c'est que les idées elles-mêmes ne doivent pas être comprises de façon ontologique.
On peut relire la problématique platonicienne traditionnelle, platonico-logique de l'idée de cette façon. Il suffira de dire que l'idée, l'invariant, le beau comme invariant au-dessus de chaque chose ou personne belle, ou le mot maison comme invariant au-dessus de chaque occurrence proférée ou inscrite de maison, tout ça, ça n'est pas une entité superlative, c'est tout simplement le commandement de répéter le mot maison proféré ou le mot maison inscrit comme le même. Le vrai statut de l'invariant idéal, ça n'est pas d'être une entité, mais c'est d'être un commandement d'identification le long d'une série. Et de même, toute idée, l'idée du beau, serait le commandement de reconnaître le beau dans chaque cas particulier, chose ou personne. Et là, vous avez la chose qui m'importe, c'est cette conception anontologique de l'idée, où l'idée ne sera pas un terme constituant du réel. On ne va pas dire que le fond de toute réalité, c'est l'idée. On va dire que l'idée, c'est extrêmement important parce que dans l'idée, nous expérimentons le fait que nous avons rapport à des séries qui sont commandées par des exigences. D'où l'intention idéaliste de décrire l'expérience humaine dans sa relation avec des commandements qui diffusent le long de séries de cas d'observance de ces commandements. Et dans cet idéalisme anontologique, évidemment, quels sont les grands arguments en faveur de cet idéalisme anontologique? C'est des pratiques qui sont très ordinaires, comme pratiques de l'humanité, et où on entre dans le jeu de cette idée anontologique inévitablement. La première, c'est le langage. Vous ne pouvez pas utiliser le langage sans constamment convoquer des idéalités, qui sont les idéalités des mots, les idéalités des règles, qui gouvernent chacune des phrases que vous faites. Vos mots vont être des cas des idées linguistiques. Vos règles seront des cas d'idéalité régulative que vous appliquez à chaque fois et qui sont chaque fois le même et qui sont à chaque fois des commandements par rapport à votre pratique linguistique. Et de même, naturellement, on connaît aussi l'idéalité mathématique qui est du même ordre, à mon sens. Donc, vous avez cette idée d'un idéalisme anontologique qui me semble être une partie de l'enseignement de Lévinas. Alors, cet idéalisme anontologique, il est connecté avec la morale et la métaphysique, pour revenir au thème de notre colloque. Avec la morale, parce que la nature même de l'idée est définie comme un type de prescription. L'idée, c'est une gouvernance sur la série des cas qui prescrit la répétition des cas et la reconnaissance des cas. Donc on est dans l'élément pratico-moral avec l'idée. Et d'autre part, il y a un rapport avec la métaphysique, c'est que l'idéalisme compris de cette manière est compatible avec le naturalisme scientifique. Désolé, je vais changer de partie. Mais cet idéalisme comporte la récusation de la métaphysique dogmatique, c'est-à-dire qu'on peut être idéaliste en ce sens et refuser d'accorder crédit à des entités suprasensibles de manière incontrôlée. L'idée ne nous sert pas à ça, elle nous sert à comprendre le commandement qui gouverne les séries. J'ai dépassé. Bon. Alors je passe à ma deuxième partie sur Bergson et je relance la machine. Donc la question est de savoir quel est le rapport de Bergson avec cet idéalisme et ce spiritualisme. Bon, je connais mal Bergson et Jankélévitch, mais je vais quand même essayer de jouer le jeu. Quand on lit le premier grand livre de Bergson, Les Essais sur les données immédiates de la conscience, on peut avoir l'impression, et si on le lit en liaison avec Matière et mémoire, un autre grand ouvrage de Bergson, on peut avoir l'impression qu'il y a l'installation cohérente d'un spiritualisme. Au sens où spiritualisme, ça veut dire cette fois considérer que l'esprit est le fond de l'être, à partir de l'esprit, je comprends toute chose qui est. J'ai une métaphysique qui met l'esprit en position primordiale. Pourquoi ? Parce qu'on a une explication de l'esprit comme durée dans les essais sur les données immédiates de la conscience. Et cette durée, c'est la multiplicité qualitative qui enveloppe l'hétérogène et qui en même temps est ouverte sur le nouveau, qui est sans arrêt renouvellement. Et ce que nous explique Matière et mémoire, c'est que finalement, à la fin de Matière et mémoire, on apprend que le réel est de la durée intégralement. Simplement, quand c'est plus la durée personnelle individuelle de l'être humain, on a affaire à des états contractés de la durée. Et donc tout ce qu'il y a dans le réel, c'est juste des degrés de contraction divers de la durée. Et finalement, à un extrême, vous avez la durée personnelle, qui est la multiplicité parfaitement intense qualitative, et à l'autre extrême, vous avez ce qui est complètement relâché, c'est-à-dire la multiplicité quantitative juxtaposée spatiale. Donc on a une ontologie qui a comme mesure fondamentale la durée, et la durée, c'est une présentation de l'esprit, justement, c'est une présentation métaphysique de l'esprit. Donc on a l'impression qu'on a exactement un spiritualisme. D'où la question qu'il est naturel de se poser,
est-ce que dans ce qui semble être un spiritualisme bergsonien, on a quand même une trace de ce que j'ai appelé la conception P de l'idée, la conception platonicologique, c'est-à-dire l'invariant transcendant au-dessus de la série des occurrences. Est-ce qu'on a ça? Alors, je me suis intéressé à un passage de Matière et Mémoire où apparemment Bergson traite exactement de ce problème. Il traite du conflit entre nominalisme et conceptualisme. C'est un passage tout à fait remarquable, fort et fascinant. Et il revient sur le débat entre nominalisme et conceptualisme. Alors, en principe, le débat entre nominalisme et conceptualisme, c'est le débat entre ceux qui estiment que les termes du langage qui sont des noms communs, c'est-à-dire qui sont des termes conceptuels, en langage moderne, ces termes du langage ne sont que des noms pour le nominaliste, c'est-à-dire que le mot homme n'est qu'un mot, n'est qu'un nom, et ce qui a de la réalité, c'est les entités singulières dont ce terme conceptuel est prédiqué, c'est-à-dire les hommes concrets, individuels, singuliers. Donc seules existent les entités singulières et les noms conceptuels ne sont que des noms. Ça, c'est la position nominaliste. Et vous avez la position conceptualiste qui professe au contraire que les termes conceptuels nomment un autre niveau de l'être qui est le niveau des universaux. Donc en plus du niveau des individus, vous avez un niveau de l'être qui est le niveau des universaux. Ça, c'est la présentation classique qu'on donne du conflit entre nominalisme et conceptualisme. Et ça a l'air d'être une forme récurrente de la question de l'idéalisme, parce qu'on a l'impression que les conceptualismes, c'est ceux qui font un crédit ontologique à l'idée, et que les nominalistes, c'est ceux qui veulent se débarrasser de l'idée. Mais alors Bergson, lui, rediscute ça. Et d'abord, il réinterprète le conflit autrement. Pour Bergson, le conflit entre nominalisme et conceptualisme, ce n'est pas le conflit entre idées, pas idées, universaux seulement, singuliers seulement ou universaux en plus, c'est le conflit entre un point de vue extensionnel et un point de vue intentionnel avec un S. J'utilise ce terme de la philosophie analytique contemporaine. Et c'est deux manières de comprendre la couverture conceptuelle. Dans le point de vue, le nominalisme pour Bergson, c'est uniquement le point de vue extensionnel. C'est-à-dire le nominaliste voudrait dire qu'il n'y a que la série des cas, il n'y a que la série des hommes particuliers ou des chats particuliers. Mais malgré tout, le nominaliste, il a un problème, parce qu'il dit qu'il n'y a que la série des individus, mais il faut qu'il arrête la limite de cette série. Il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il doit inclure dans cette série et qu'est-ce qu'il doit au contraire en exclure. Et, dit Bergson, le nominaliste va être obligé de sortir des critères de son chapeau pour faire la limite, pour dessiner la limite de la série des cas. Et en sortant des critères, il va utiliser des termes conceptuels, c'est-à-dire qu'il va tomber dans le conceptualisme. C'est-à-dire le point de vue intentionnel avec un S. L'intention, c'est le sens dans le langage de la philosophie analytique contemporaine. Donc si je suis obligé d'utiliser une signification pour donner un critère de la limite de la série, je suis passé dans le conceptualisme, dans ce langage-là, ou dans un point de vue intentionnel, si vous acceptez ce mot. Réciproquement, le conceptualiste, lui, voudrait partir du concept et dire, une fois que j'ai mon concept de homme, je sais trouver tous les exemplaires. C'est comme si mon concept me donnait accès d'un seul coup à chacun des exemplaires. Mais, dit Bergson, il y a quand même une difficulté, c'est que le concept ne se dit pas en le même sens de chacun des cas. Le concept de blancheur, je le comprends, mais je dois reconnaître que la blancheur du lit n'est pas la même que la blancheur de la neige. Donc une fois que je suis parti de mon concept, je vais avoir quand même une dispersion qui seront les significations particulières du concept chaque fois qu'il s'applique à un cas. Et je vais devoir réunifier ça. Dans le langage de Bergson, Bergson dit qu'on ne peut pas abstraire sans généraliser, et on ne peut pas généraliser sans abstraire. Abstraire, c'est prendre un contenu conceptuel qui se distingue de chacun des cas de la série. Généraliser, c'est promouvoir les éléments d'une série comme les mêmes. Alors, si je promeus les éléments d'une série comme les mêmes, je vais devoir abstraire pour fixer la limite de cette série. Mais si j'abstrais, c'est-à-dire que si je pars du terme conceptuel, je vais devoir promouvoir la série des applications de mon concept comme une série d'applications qui sont les mêmes. Donc, je ne sors pas de ce dilemme. Donc, voilà le dilemme de l'idée présenté d'une manière complètement différente par Bergson, complètement réinventé par Bergson. Comment sortons de ce dilemme selon Bergson? On en sort en revenant à l'expérience, et Bergson dit, dans l'expérience, on ne part jamais d'individus. Le tort de ce dilemme, c'est qu'on part des individus comme données complètement étrangères au concept. Et il faut partir de ce qu'il y a dans l'expérience, et ce qu'il y a dans l'expérience, c'est une perception de qualité ou de force qui suscite déjà une réponse motrice. Dans notre expérience, je vais être attaché à l'herbe,
Ça peut être au niveau animal, je suis un animal herbivore, j'ai un attachement à l'herbe. Donc à la fois la qualité ou la force de l'herbe pour moi, la quantité de la nourriture, la force de nourriture que ça me promet, ou la qualité de coloration que ça m'offre, ça va susciter une réponse motrice qui est que je vais essayer de me précipiter vers l'herbe pour la brouter. Donc au départ, il y a cette qualité et cette force, et il y a ma réponse motrice, mais ma réponse motrice, elle n'est pas singulière, elle est générique. Je suis habité par cette réponse motrice comme par un habitus. Et donc c'est ça notre point de départ. Donc on a déjà la généralité. La généralité, elle est d'origine dans l'habitus, qui est réglage moteur sur une force ou une qualité. Comment est-ce qu'on arrive à l'idée au sens classique, au sens logico-platonicien? Il suffit de rajouter à cette réponse motrice habitus un marquage linguistique qui l'identifie dans le langage et donc permet d'en faire le commerce conceptuel. Alors maintenant, quel va être le statut du rapport entre l'idée et ses exemples? Bergson va interpréter ça avec son cône, le fameux cône qui est la description de la vie psychique et qu'on trouve dans Matière et Mémoire. Et en bas du cône, vous allez avoir la réponse motrice avec son marqueur linguistique, qui est ce que j'ai actuellement. Mais cette réponse motrice avec son marqueur linguistique, elle rassemble des tas de cas d'herbes, pour reprendre mon exemple, qui sont dans ma mémoire et qui sont dans le cône virtuel de tout ce que j'ai toujours en arrière de ma perception et qui vient renforcer ma perception. Donc vous avez une présentation du rapport entre l'idée et ses occurrences qui est complètement internalisée au psychisme, c'est-à-dire au cône psychique avec l'actuel et le virtuel, tel que l'a pensé Bergson. À nouveau, je trouve qu'on a une confirmation de ce spiritualisme, au sens où ce spiritualisme résorbe complètement la structure platonicienne. Et on peut dire que c'est une sorte de chef-d'œuvre du spiritualisme d'avoir réussi à avaler l'idéalisme dans sa structure platonico-logique. Maintenant, on pourrait prolonger le problème, et j'espère toujours que ça va sonner pour que j'évite à avoir à traiter cette partie, mais on pourrait prolonger le problème en regardant ce qu'il en est de l'idéalisme et du spiritualisme dans la morale bergsonienne. Et donc là, ma source, c'est les deux sources de la morale et de la religion. Alors, vous savez que dans cet ouvrage, Bergson... Ça marche plus ce truc-là ou quoi? Ah non, si, ça va, j'ai encore une 37. Bon, donc, il y a d'un côté la morale fermée et la morale ouverte. La morale fermée, qu'est-ce que c'est? C'est la morale de la réponse instinctuelle transposée au système social. Donc il y a un système social qui nous oblige, mais il nous oblige en fait en nous contraignant, c'est-à-dire on est équipé d'automatismes sociaux et ça couvre nos comportements la plupart du temps. Et on appelle ça la morale, mais en fait, c'est juste des automatismes qui sont convergents dans l'espace social. Au nom de ces automatismes, éventuellement, on viole, on tue, on pille, c'est ce qui a frappé Bergson dans des épisodes guerriers. Alors, cette morale fermée, elle est dépassée par une morale ouverte, qui est une morale à laquelle nous appellent les mystiques. Et les mystiques sont des gens qui rejoignent le courant profond de la vie, l'élan vital. Et l'élan vital, en fait, c'est le secret de toute l'histoire ontologique du cosmos. Et ça se prolonge dans l'humanité actuellement. Donc les mystiques rejoignent l'élan vital, et dans l'élan vital, ils rejoignent n'importe quel autre être humain, parce qu'à hauteur de l'élan vital, les distinctions nationales ou les distinctions interpersonnelles, ça compte plus. Donc si on est porté par l'élan vital, on va être naturellement dans l'amour de l'humanité. Mais les mystiques nous appellent à cet amour de l'humanité, et cet appel est parfois présenté comme une sorte de danse qui nous intègre. C'est-à-dire qu'on est emporté dans la danse de l'amour de l'humanité par l'humanité du mystique, comme si on entrait dans la danse, justement. Ou alors, autre version, c'est notre relation d'amour à l'égard du mystique, l'amour réciproque entre le mystique et nous, fait que nous imitons le mystique. Bon, alors, donc, fini pour la morale, désolé. Et fini pour Bergson aussi. Je passe donc à Jean Kelevitch. Donc, Jean Kelevitch, bien sûr, déjà plusieurs personnes l'ont remarqué, c'est quelqu'un qui, en même temps que Lévinas, dans une période où Bergson est oublié, continue de le célébrer et de se rappeler à lui. Il y a en plus Deleuze qui fait ça dans la même époque, et il y a une grande incompatibilité entre ces trois se souvenant de Bergson, et c'est un des mystères, mais il faut le regarder en face.
Bien, alors, je voudrais essayer de juger de Jankélévitch par rapport à l'idéalisme et au spiritualisme, et par rapport à la géographie qui s'impose à moi. Je n'ai pas pu vous la décrire intégralement chez Bergson, parce que j'avais préparé trop de choses chez Bergson, mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a l'idéalisme anontologique que je défends chez Lévinas. Je suis lévinassien, moi. Bon. Et chez Bergson, il me semble qu'il y a un spiritualisme tout à fait inventif, nouveau, avec au moins les capacités qu'on a vues qu'il a d'avaler la structure platonicologique. Bon, alors Jankélévitch, je le ressens comme intermédiaire, et c'est ça que je voudrais essayer de décrire, et je vais le décrire d'abord en regardant philosophie première. Alors, de ce point de vue, ce qui m'intéresse, déjà, c'est le tout début de philosophie première. Dans le tout début de philosophie première, Jankélévitch insiste beaucoup sur l'idée selon laquelle, par rapport à l'absolu, le progrès infini du tendre vers ne nous rapproche pas. On a beau avancer très très loin dans des démarches qui nous font justement, le long d'une série, aller beaucoup plus loin que le point où nous étions au départ, on est toujours aussi loin de l'absolu. Alors, comment classer cette remarque par rapport à l'idéalisme de l'idée, tel que, avec cette structure logico-platonicienne et logico-mathématico-platonicienne, si vous voulez. En un sens, ce que dit Jankélévitch est simplement mathématiquement vrai, et évidemment vrai. C'est-à-dire, vous prenez un entier aussi grand que vous voulez, ben, l'ensemble des entiers supérieurs à cet entier est isomorphe à n, c'est-à-dire qu'il a encore tout l'infini au-delà de lui. Donc aucun nombre entier ne peut être sérieusement dit nous avoir rapproché de l'infini des nombres entiers. Vous pourriez simplement faire ce commentaire-là. Mais en même temps, c'est clair que ce que dit Jankélévitch à cet endroit, et je pense que c'est intentionnellement, jure avec la présentation kantienne de l'idée. Vous savez que dans le passage des idées en général de la critique de la raison pure, Kant dit qu'on a une idée chaque fois qu'on pose un objet qui est à la limite de la régression prosyllogistique infinie du conditionné vers la condition. J'ai le conditionné appelle une condition qui conditionne ce conditionné, mais ma condition que j'ai appelée, elle est elle-même un conditionné qui appelle une condition conditionnant ce conditionné, et ainsi de suite. Et Kant dit la raison veut aller au bout, et l'objet qu'elle pose au bout, c'est l'idée. Donc, dans la version kantienne, c'est toujours grand N, et d'une certaine manière, c'est vrai qu'aussi loin que j'aille dans la régression, je suis toujours aussi loin de l'objet de l'idée, mais quand même, Kant estime que la projection de l'objet de l'idée, la projection de l'infini, de l'objet à l'infini, c'est la régression limitée finie qui nous y amène. Donc, chez Kant, vous avez une espèce de continuité entre cette progression indéfinie, ou cette régression indéfinie, et l'objet à l'infini. Première remarque sur Jankélévitch. Deuxième remarque, ce qui me paraît très important, c'est la distinction entre les trois niveaux. Le niveau, ça a déjà été évoqué depuis que nous sommes ici, le niveau empirique, le niveau métempirique, et puis le niveau de l'absolument autre, de l'ipse ipsissimus, du lui, etc. Alors, Jankélévitch reconnaît bien le niveau métempirique, celui des essences, mais on pourrait dire les idées, parce que les essences, c'est les invariants au-dessus de la série des empiriques qui tombent sous ces invariances. Donc, il dit les essences, on pourrait dire les idées. C'est un vocabulaire qui me paraît logiquement le même. Donc, il reconnaît bien qu'avec les invariants essentiels ou les invariants idéels, le niveau métempirique, j'ai déjà surmonté la contingence de l'empirique. Bien sûr, puisque une idée ou une essence, elle va être illustrée par des tas de cas empiriques. Donc le cas empirique est contingent par rapport à l'idée qui revient toujours à chaque fois, qui est invariante, qui est la même, qui est présente à chaque fois. Donc on a l'impression qu'on a surmonté la contingence. Mais on n'a pas assez surmonté la contingence, selon Jankélévitch, parce qu'on peut poser la question de la contingence à l'essence ou à l'idée elle-même. On peut poser la question lamitienne. Pourquoi est-ce que ça existe plutôt que pas? On peut la poser à l'essence et à l'idée elle-même. On peut demander pourquoi l'essence ou l'idée existe plutôt que ne pas exister. Et à partir de ce moment-là, on a besoin d'un hyper-idéalisme qui nous ferait arriver à quelque chose qui soit invariant, mais d'une invariance telle que je ne puisse plus poser la question de la contingence à cette nouvelle invariance, à cette invariance suprême. Déjà, remarquez que l'opérateur qui fait que l'idée doit être surpassée par une hyper-idée, c'est l'ontologisation de l'idée. C'est au moment où je traite l'idée ou l'essence comme une entité que je peux lui poser à nouveau la question pourquoi j'ai cette entité plutôt qu'une autre entité. Si je n'avais pas ontologisé l'idée,
cette opération ne marcherait pas de la même manière. Et effectivement, l'hyper-idéalisme, ce qui va poser l'absolument autre, le lui, l'ipse ipsissimus que va poser Jankélévitch, eh bien, on ne pourra plus lui poser la question de sa contingence, et parce que ce lui, cet ipse ipsissimus, aura été explicitement posé au-delà de l'être. Et nous trouvons ce langage dans Jankélévitch. Donc on arrive bien à un âne ontologique. Mais cet âne ontologique n'est pas déjà attribué à l'idée de premier rang. Et c'est en ce sens que ça ne me satisfait pas du point de vue de l'idéalisme anontologique dont j'ai besoin. Mais maintenant, on peut réfléchir un peu plus sur cette anontologique du lui, de l'ipse ipsissimus, de la position pure. Dans Philosophie première, Jankélévitch le décrit comme le faire-être. Et le faire-être, d'un côté, c'est l'absolu de l'altérité, et donc la question de la contingence, de sa contingence, ne peut plus lui être posée. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui est frappant aussi, c'est que ce faire-être, il est décrit comme ayant la faculté miraculeuse, non seulement de produire toute position, donc toute position de toute réalité, que ce soit une réalité empirique ou métempirique, mais aussi ce faire-être, il se produit lui-même. Il est inclus dans le miracle de ce faire-être, qu'il produit le miracle qu'il est. Et là, on retrouve une structure qu'on connaît chez Lévinas, qui est celle du commencement absolu, qui refuse de s'installer dans un référentiel où ce commencement trouverait ses coordonnées, parce que pour être commencement absolu, il faut que ce commencement se pose en termes de lui-même et récuse a priori tout type de référentiel. Et c'est comme ça que l'hypostase est présentée dans de l'existence à l'existant. Donc assez curieusement, le faire-être de Jankélévitch a quelque chose de l'hypostase de Lévinas. Et d'un autre côté, dans ce faire-être, il y a le faire. Et donc on a l'impression que, et c'est bien ce que dit Jankélévitch, en appelant le faire-être faire-être, il veut engager ce faire-être, celui, cet ipse ipsissimus, autant du côté théorique que du côté pratique. Donc il n'est pas certain que l'horizon de la morale soit complètement étranger. Donc ce faire-être, parce c'est un absolument autre, mais en même temps, il a quelque chose de subjectif, il est comme une hypostase, et en même temps, il a quelque chose de pratico-moral, parce que c'est le sens du faire d'en faire être. De là, je passe au paradoxe de la morale. Et dans les paradoxes de la morale, ce qui me frappe, c'est deux choses. D'abord, au début du livre, la façon dont Jankélévitch nous explique que la moralité nous tient encore derrière toutes nos tentatives de lui tourner le dos. Jankélévitch évoque des tentatives traditionnelles de défendre, vivre et définir des organisations de l'existence qui nient la moralité, les positions qui prétendent que nous ne sommes pas perturbés par quelque chose comme l'exigence morale dans la conduite de nos vies. Il cite l'hédonisme, les attitudes sadiennes, cyniques, des choses de ce genre-là. Et ce que soutient Jankélévitch, par des analyses extrêmement fines et convaincantes, c'est qu'en réalité, à l'intérieur même de ces stratégies, on retrouve le rapport à une exigence. Que si on regarde le langage même que tiennent ceux qui développent ces téléologies amorales de la vie, on retrouve là-dedans aussi le rapport à quelque chose comme un devoir. Donc un premier aspect de l'enseignement de Jankélévitch, c'est cette incontournabilité du devoir. Et évidemment, comprendre la morale en termes d'une incontournabilité du devoir, comme lévinassien, j'ai l'impression de retrouver mon bien, ma chose. Et donc je ronronne de satisfaction. Deuxième élément chez Jankélévitch qui m'a intéressé, c'est ce qui a été déjà évoqué, qui est, bien sûr, la moralité telle qu'il va la définir, c'est un désintéressement qui me projette vers autrui et où je me soucie d'autrui et où je lui porte secours en ne me souciant plus de mon être, de mon conatus essendi, de ma survie. Donc c'est une définition de l'exercice de la moralité qui a l'air d'être strictement lévinassienne. Mais ce qui est très intéressant, c'est la manière dont Jankélévitch développe l'idée que l'être du moi que je demeure, l'épaisseur ontologique du moi qui reste la mienne, c'est à la fois l'organe et l'obstacle de la morale. Et cette conceptualité de l'organe et l'obstacle,
Ça veut dire que c'est l'obstacle parce que pour donner à autrui, pour accomplir et vivre le pour autrui, il faudrait que je donne tout. Donc finalement, à la limite, l'être qui me reste, c'est un obstacle. Mais en même temps, c'est l'organe. Alors d'habitude, quand on veut expliquer aux gens que Autrement qu'être, c'est pas un livre sacrificiel, une des choses qu'on leur dit, c'est pour pouvoir donner, pour pouvoir accomplir l'oblation éthique qui est décrite dans Autrement qu'être, il faut que je sois, parce que j'ai rien à donner si je ne suis pas. Voilà, donc c'est... alors, chez Jean Kelevitch, c'est mieux formulé, parce que non seulement Jean Kelevitch dit ça, il faut que j'ai de l'être pour pouvoir donner, mais il dit mieux que ça. Il dit, ce qu'il m'est demandé de donner, le sens de l'exigence qui est sur moi, c'est de donner mon être. Donc, il faut que je sois de ce point de vue-là. C'est en ce sens que c'est l'organe. Donc, j'estime que là, sur ce point, Jean Kelevitch nous permet, au fond, élucide plus les choses que dans Autrement qu'être. Et pour lutter contre cette lecture effroyable d'Autrement qu'être, vraiment, les deux platitudes qu'on subit sur Autrement qu'être, c'est un, Autrement qu'être, c'est un livre qui vous enseigne le sacrifice et le suicide, et deux, Autrement qu'être est un livre violent, irrationnel, dépassant les limites, etc. Bon, alors que pour moi, c'est un ouvrage de philosophie du langage ordinaire. Hein, bon. Mais peu importe, je suis moi-même excessif. Donc, je trouve que là, l'analyse de Jean Kelevitch nous aide justement à bien comprendre qu'il y a un problème et il est bien traité par cette conceptualité de l'organe et de l'obstacle. Alors, donc, vous voyez, il y a des éléments chez Jean Kelevitch, à la fois dans sa métaphysique de philosophie première et dans sa philosophie morale, qui le rapprocherait beaucoup plus d'un idéalisme au sens où je l'entends, qu'un spiritualisme au sens où je l'admire chez Bergson, mais je ne peux pas le suivre. Sur la morale de Bergson, j'aurais eu des choses plus mesurées à dire, en ce sens que c'est regrettable, mais bon, on ne revient pas sur le passé. Néanmoins, chez Jean Kelevitch, il y a quand même deux choses qui ne seraient pas aussi facilement classables dans la proximité avec l'idéalisme anontologique que je soutiens, c'est la thématique de l'amour et la thématique de la tangence. Alors, la thématique de l'amour, déjà, pour en parler rapidement, c'est très frappant quand on lit les paradoxes de la morale, que dans le langage de Bergson, le pour autrui de la morale et la position de l'amant ou de l'amoureux, c'est synonyme. Ils passent de l'un à l'autre sans jamais avoir le sentiment de devoir s'expliquer. Quand il raconte le sujet en proie à la moralité, il raconte l'amoureux. Et pour lui, on a l'impression que c'est deux aspects de la même chose, et que pour parler de cette même chose, je peux soit parler le langage traditionnel de la moralité, soit parler le langage romantique, et que c'est la même chose. C'est très étonnant. Et alors là, évidemment, on pense à la morale ouverte de Bergson, où aussi c'est l'amour de l'humanité. On a l'impression de reconnaître une figure qui serait, où on pourrait aussi penser à l'éros chez Freud, et penser que c'est un peu la même idée. Alors, néanmoins, c'est pas clair, parce que l'analogie que fait Jean Kelevitch entre l'amour et la morale, on a l'impression que c'est pas fondé justement sur cette idée que nous sommes portés par un grand élan qui est le secret de l'être, et que nous sommes appelés, nous l'humanité, à fusionner dans une espèce d'amour qui nous dépasse et qui nous inclut. On a l'impression que chez Jean Kelevitch, c'est pas ça. C'est pas cette présentation cosmologique. On a l'impression que chez lui, ce qui compte, c'est que pour lui, la relation amoureuse, c'est le paradigme du sortir de soi et échapper à l'étouffement qui est celui du sujet à l'intérieur de son conatus essendi. Alors, si c'est ça, effectivement, peut-être que la proximité qu'il établit n'est pas absurde. Néanmoins, j'ai envie de dire, en revenant sur des discussions qui ont eu lieu après l'exposé de Joël, que même dans cette hypothèse, si cette espèce de bouffée d'air et de bouffée d'oxygène qu'on a en sortant enfin de son conatus essendi, que ce soit pour être follement amoureux ou pour porter secours à autrui, si c'est pris comme une finalité, une motivation suffisante, on a perdu le sens de l'éthique. Et il y a quand même cette difficulté. Bon, et sur la tangence, j'aurais eu des choses à ajouter, mais je trouve que j'ai déjà énormément parlé, donc je m'arrête. Bien, alors j'espère qu'il y aura des questions sur la tangence, mais vous êtes invités à poser toutes les questions que vous voulez.
pas me poser une question là. Après un exposé aussi brillant, toute question risque de paraître un peu naïve, voire bête, donc je vais m'exposer au risque de la bêtise. Comment dire, en quoi, selon vous, l'idéalisme platonicien est une ontologie et l'idéalisme lévinatien n'en est pas? En quoi l'exemplarité platonicienne qui pose une idée modèle, une idée paradigme dont le monde n'a à offrir que des copies tronquées, altérées, inachevées, en quoi cette idée paradigme relève d'une science de l'être en tant qu'être, alors que l'idéalisme lévinatien qui suggère un commandement, une injonction, échapperait à la métaphysique? Pourquoi le commandement en question ne pourrait pas être aussi ontologique? Pourquoi le mot maison qui enjoint au locuteur d'en user et de déployer des séries pour l'exemplifier, en quoi cette injonction-là ne relèverait pas d'une sorte de métaphysique? Non, mais votre question, elle est très claire et elle est naturelle. Hein. Bon, il y a deux côtés de la question. Il y a le côté Platon. Alors, dans le côté Platon, s'il existe une lecture de Platon qui anontologise l'idée platonicienne, je suis prêt à l'accueillir. Mais vu de loin, moi, étant pas du tout un spécialiste de philosophie ancienne, j'ai l'impression que c'est quand même difficile parce que, si j'ai bien compris, c'est bien la thèse de Platon que les idées sont le principe, qu'il y a même une conviction génétique. Les exemplaires dégradés qu'on trouve, ils sont rattachables à l'idée, mais ils sont des productions de l'idée, des productions dégradées, mais des productions justement. Et même dans le fameux passage Epekeinat Tesousias, eh bien, le soleil, il y a la comparaison avec les plantes, hein, et donc c'est bien le moteur qui alimente tout le système. Donc j'ai l'impression, moi, pour ce que j'en connais, ça me paraît très difficile d'envisager qu'on puisse re-raconter toute cette histoire avec des idées qui ne seraient pas les principes, c'est-à-dire les principes génétiques. C'est pas des catégories au moyen desquelles on connaît le réel, les idées. C'est les principes engendrant le réel. Bon. Maintenant, de l'autre côté, du côté lévinassien, précisément, exactement ce que Lévinas a enseigné, c'est ça, c'est que le commandement n'est pas ontologique. C'est pour ça que Lévinas est à la fois très simple à comprendre et très difficile à comprendre. C'est-à-dire d'excellents philosophes peuvent passer à côté de Lévinas pour cette raison. Et en même temps, des gens qui ont une sorte de branchement naturel sur cet aspect peuvent le comprendre peut-être avec peu de culture. Chez Lévinas, si ce qui me commande, c'est médiatisé par la stature ontologique du destinateur du commandement, je ne suis déjà plus dans l'obéissance. C'est toute l'explication qui est sur autrui. Si un instant, j'envisage qui est autrui, comment je peux le déterminer, si je cherche à construire la qualité et la déterminabilité de cette instance qui me tombe dessus comme commandement, justement, j'ai échappé au commandement. Donc la condition pour que je sois sous l'emprise de ce commandement, que je sois atteint, c'est que j'ai été capable de complètement court-circuiter l'intégration ontologique d'une source. Alors si vous comprenez le commandement de cette façon-là, et si vous envisagez le fonctionnement de l'idéalité linguistique sur ce modèle, ce qui est tentant, parce que justement, l'idéalité linguistique, quand on veut inversement lui donner une stature ontologique, on n'y arrive pas, on a beaucoup de mal. Et dans mon article, je cite toujours Derrida, qui commente Husserl en remarquant chez Husserl cette structure, justement, et qui dit, pour Derrida, la conclusion de cette structure, le fait que l'idée ait besoin du token, de l'occurrence, pour se présenter, alors que le token n'est que de l'empirique, qui au mieux se répète, et on n'est jamais certain que c'est une vraie répétition, parce que dans les répétitions, les occurrences diffèrent en réalité les unes des autres. Donc Derrida conclut que l'idée s'effondre, parce que pour Derrida, l'idée aurait voulu être invariante, avoir une stature ontologique dans laquelle son invariance soit signée, certaine et définitive. Mais si on abandonne cette tentative de fixer ontologiquement le type,
Alors on comprend que le type n'a besoin de rien, il n'a pas besoin d'exister, il n'a pas besoin d'avoir de l'être. Il suffit qu'il nous commande de continuer la série en retrouvant dans la série le type, qui n'existe pas. Tout le monde, d'accord. Tu ne vas pas être surpris de ma question, je crois. L'idéalisme anontologique, il est aussi dans le Talmud ? Étant donné que comme nos sources sont pour une certaine part importante les mêmes à cet égard, la réponse est oui. je pense, mais disons, dans le Talmud, là où ça se voit, je pense, c'est qu'en général, toute la structure du commandement de la loi et toute la structure des valeurs, c'est anontologique. Et bon, moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de théologie juive et que le judaïsme n'est compréhensible que si on comprend que le judaïsme est anontologique, ce qui veut dire en particulier qu'il n'existe que Dieu, c'est au maximum le nom d'un sens, c'est le nom du sens suivant lequel l'obligation traverse l'humanité, et l'humanité, ce qu'elle a le plus humain de l'humanité consiste à être capable d'assumer l'obligation. C'est ça que désigne le mot Dieu. Bon, mais on n'a pas à imaginer une entité superlative qui serait métaphysiquement distinguée et qui correspondrait au Dieu de la théologie. Donc ça aussi, bien sûr. Ce sera juste un mot. Merci pour cette conférence. J'ai autant appris dans le contenu que dans la forme même, puisque si j'avais connu vos astuces, j'aurais peu les désagréments que j'ai pu connaître cet après-midi. Donc j'aurais dû programmer moi aussi mon portable. Donc merci aussi pour m'avoir appris cela. Donc j'ai apprécié ce vaste panorama où je circule aussi de façon très à l'aise, dans cette manière même dont l'idéalisme a été l'adversaire récurrent, quels que soient les ismes qu'on lui opposait. J'ai aussi apprécié la manière dont vous retraduisez aussi les ouvrages dans votre propre langage. Au fond, comprendre, c'est aussi traduire. Donc, quand Bergson parle d'abstraction et de généralisation, vous parlez d'intentionnel et d'extensionnel, et ça marche très bien, on comprend aussi bien. Et c'est bien d'avoir aussi des traductions comme les vôtres. Ma question, en fait, sera juste subsidiaire. C'est que vous avez peut-être évoqué une quinzaine de ismes, oui. Surtout au départ, où à chaque fois, l'idéalisme s'opposait. Il y en a pourtant un que vous n'avez jamais évoqué, et pourtant il est toujours associé à l'idéalisme, c'est le réalisme. La fameuse querelle aussi de l'idéalisme et le réalisme, et un sens qui semble pas du tout être intégrable à l'ensemble du schéma que vous avez proposé. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque Bergson parle de l'idéalisme, c'est au sens où il s'oppose au réalisme, et c'est la fameuse question de l'idéalité ou de la réalité du monde extérieur qui est posée. Et c'est le premier chapitre de Matière et Mémoire qui tente de le résoudre. Parce qu'effectivement, une de ses ambitions dans Matière et Mémoire, c'est de décrocher, dissocier l'idéalisme du spiritualisme. Comment être un spiritualiste sans être un idéaliste. Et c'est toute la tâche de Matière et Mémoire, puisque au fond, l'essai sur les données immédiates de conscience en était menacé. Risque d'idéalisme, puisque tout est dans le moi, comme chez Berkeley, par exemple. Donc, est-ce que cet idéalisme-là, que vous n'avez pas évoqué, est une figure tout à fait opposée, pourtant historiquement la plus déterminante, ou alors elle est intégrable dans votre histoire? Vous avez extrêmement raison sur un point que j'aurais dû le nommer, hein, mais c'est intégrable. Le réalisme, c'est l'adversaire de l'idéalisme Berkeley. Dans le cas de l'idéalisme Berkeley, ce à quoi ça s'oppose, c'est le réalisme. Alors, dans la discussion contemporaine, c'est l'opposition centrale de l'épistémologie contemporaine. Si vous traitez de n'importe quel sujet avec devant un épistémologue analytique, il cherchera à vous situer par rapport à l'alternative entre idéalisme et réalisme. Et pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le réaliste, c'est celui qui soutient qu'il y a une réalité substantielle indépendante de nous sur laquelle est gagée la vérité de nos énoncés. Ça, c'est la position du réaliste. Et l'idéaliste, c'est celui qui dit qu'il n'y a rien de tel
et que donc toute la question de la vérité de nos énoncés doit être jugée complètement à l'intérieur du déploiement de notre pensée. Donc c'est un idéalisme berkeleyien. Et évidemment, dans cette structure, par exemple, ce qu'on appelle le platonisme mathématique en épistémologie, c'est un réalisme. Et donc je connais moins Bergson que vous, mais je suis spontanément convaincu que, effectivement, Matière et Mémoire essaye d'être réaliste au sens de cette alternative. Et donc c'est vrai que le tour de force de Bergson, à cette époque-là au moins, je pense quand même que les choses se compliquent un peu avec l'évolution et surtout les deux sources, et j'ai pas pu le traiter assez. Mais au moins à l'époque de Matière et Mémoire, j'ai l'impression que son coup de force, c'est d'avoir réussi un réalisme spiritualiste. Bon ben, écoutez, c'était une belle séance et merci à Andrew Kelley, merci à Jean-Michel Salansky. Maintenant, nous allons